Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Héritage, votre rendez-vous du jeudi soir sur Énergie 12. Et les protagonistes des deux histoires que je vais vous raconter ce soir sont nés sous une bonne étoile. L'une est héritière d'un grand peintre français qui vit dans un beau château. Les deux autres sont filles d'un riche industriel qui a tout fait pour que sa famille ne manque de rien. En apparence, un beau conte de fées, mais qui n'aura pas une fin heureuse. Voici de Toulouse-Lautrec à Camilla de Bourbon, quand hériter devient une guerre. Dans l'Aveyron, le château du Bosc est un monument historique. Il est la propriété de la famille Toulouse-Lautrec, qui règne en maître depuis des siècles. Si son nom est devenu célèbre à la fin du XIXe siècle, c'est surtout grâce au peintre Henri de Toulouse-Lautrec et à ses œuvres de renommée mondiale. Il va contribuer à la notoriété internationale de la France et du quartier de Montmartre. Mais le peintre meurt en 1901, à seulement 37 ans. Et en 1954, c'est son arrière-petite-nièce, Nicole, qui hérite du château. Elle va alors dédier sa vie à ce monument pour en faire un des joyaux de la région. Mais en 2015, Nicole a 90 ans. Elle n'a ni mari, ni enfant. Et vous allez voir que sa rencontre avec un couple va bouleverser sa vie. Et surtout, la succession. Alors, qui est ce couple? Quelles sont ses intentions envers Nicole? L'héritage de la famille Toulouse-Lautrec est-il en danger? Quand on lui présente ce couple qui semble être dévoué corps et âme, qui semble être totalement subjugué par le château et qui veut véritablement aider Nicole. Nicole se dit « Ah parfait, si je pars, je partirai en paix ». Dans l'esprit de tous les héritiers, ils peuvent avoir une autre lecture, évidemment, de l'investissement de ce couple auprès de Nicole. Ils peuvent se dire que c'est des gens qui ont envie de capter un héritage. Originaire de Rome, la famille Crociani est à la tête d'une immense fortune. Camillo Crociani est un riche capitaine d'industrie. Et sa femme, Edoarda Weselowski, une actrice de la Cinecittà. On n'est pas en millions, on est peut-être même davantage en milliards à l'époque. En 1980, le père de famille décède, laissant derrière lui un immense empire qu'il place soigneusement dans plusieurs trusts. Ses deux filles, Camilla et Christiana, ainsi que leur mère Edoarda, vont faire prospérer la fortune familiale. Et Camilla va connaître un destin royal en épousant Charles de Bourbon des Deux-Siciles en 1998. Elle devient duchesse de Castro et l'une des personnalités les plus en vue de la jet-set. Sa sœur, Christiana, mène une vie beaucoup plus discrète, aux côtés d'un homme d'affaires américain. Mais en 2011, Christiana découvre que sa sœur et sa mère veulent l'évincer de la succession de son père. Commence alors une guerre d'héritage. Alors, quelles sont les intentions de Camilla et de sa mère? Christiana peut-elle être spoliée de son héritage? Et qui gagnera cette bataille? Au final, toute cette histoire est tragique. On assiste à un véritable drame familial. On ne sait pas quelle sera l'issue. Et pour commencer cette émission, je vous propose de partir au château de Bosc, situé dans l'Aveyron. C'est ici que vit Nicole. Elle est l'arrière-petite-nièce du célèbre peintre Henri de Toulouse-Lautrec. L'artiste est connu pour avoir réalisé d'innombrables œuvres artistiques comme Le Moulin Rouge, Le Divan du Monde ou encore La Blanchisseuse. Il décède en 1901, laissant un héritage à son arrière-petite-nièce, son château. Une magnifique bâtisse du XIIe siècle, classée monument historique où le peintre a passé son enfance. Nicole veillera sur cet héritage comme sur un véritable trésor, y mettant toute sa vie et son âme.
Mais en 2015, alors qu'elle est âgée de 90 ans, elle fait la rencontre de Corinne et Jean-Claude. Et le couple séduit Nicole et il devient vite proche d'elle, finissant même par s'installer au château. Un an plus tard, Nicole décède et à l'ouverture du testament, c'est la stupeur. À l'été 2015, Nicole, arrière-petite-nièce du célèbre peintre Henri de Toulouse-Lautrec, a 90 ans. Sans enfant, ni mari, elle s'inquiète pour l'avenir du château dont elle a hérité et qui devrait revenir à ses 15 neveux et nièces. Mais sa rencontre avec un couple pourrait bien changer le cours de sa succession. Mais alors, qu'est-il advenu du château ? Quelles étaient les intentions de ce couple? Et l'héritage de Toulouse-Lautrec a-t-il été préservé? C'est un château qui a une valeur patrimoniale inestimable. En revanche, certains experts l'ont estimé à 1 million d'euros. Nous sommes au château du Bosc. Bâti en 1180 au cœur de l'Aveyron. Et propriété depuis plusieurs siècles de la famille Toulouse-Lautrec. C'était une famille qui était très connue, parce qu'elle était puissante, c'était presque les seigneurs de la région. C'est ici, en 1864, que naît celui qui deviendra le célèbre peintre Henri de Toulouse-Lautrec. On est dans une noblesse à la fois riche et très provinciale, et on voit qu'il est immédiatement très doué pour les dessins, pour la peinture, pour l'illustration, et ses parents ne vont pas du tout s'y opposer, ils vont au contraire laisser développer ces dons qu'il a visiblement pour la peinture. Sur les murs sont encore gravés des dessins d'Henri de Toulouse-Lautrec qu'il a fait quand il était jeune, au crayon. Et donc c'est un témoignage de son passage qui est vraiment extraordinaire. Mais en 1882, les murs du château ne peuvent bientôt plus contenir la créativité de l'artiste. Il est né dans ce milieu très riche et très luxueux, et lui il s'est extirpé de ça, il est allé à Paris quasiment seul, et il s'est débrouillé tout seul pour construire donc voilà, sa carrière qu'on connaît aujourd'hui. C'est un artiste les plus prodigieux de son époque. Il a une vie relativement courte, mais une vie extrêmement riche. Toulouse-Lautrec, très connu pour ses affiches en particulier. C'est aussi un personnage sulfureux qui a fait beaucoup parler de lui de par ses mœurs, que ce soit avec les artistes parisiens ou plus connu aussi avec les prostituées parisiennes, qu'il a su mettre en valeur, ce qui était quelque chose qui n'était pas du tout fait à cette époque-là. Ce sont des dessins généralement de prostituées en guêpière dénudées. On se souvient de portraits d'Aristide Bruand avec le chapeau noir et l'écharpe rouge. Et c'est toute la belle époque, c'est la Goulue, c'est tout ce milieu de Montmartre, d'artistes de bohème qui a fait la réputation de Paris. Toulouse-Lautrec fera véritablement connaître le Moulin Rouge, le Moulin de la Galette, qu'il va peindre. Et effectivement, il va contribuer à la notoriété internationale de la France et du quartier de Montmartre. Au sommet de sa gloire, Toulouse-Lautrec n'en oublie pas pour autant ses racines familiales et le château dont il doit hériter. C'est un château qui a de l'importance parce qu'il le peint plusieurs fois. Alors nous, on le retrouve aussi dans ses dessins et dans ses peintures, dont il le garde dans son cœur. Et ce château du Bosc, pour lui, c'était un peu une respiration par rapport à sa vie agitée parisienne qu'on connaît tous. Il y venait pour se reposer, pour passer des moments également en famille et se retrouver seul. Et sa famille espère que le peintre prendra à cœur
son destin d'héritier. C'est très important de comprendre que cette famille est enracinée dans cette région depuis le XIIe siècle à peu près, donc ça fait quand même presque un millénaire qui sont dans cette région et surtout qu'ils ont ce château qui est transmis de génération en génération. Malgré les guerres, malgré la Révolution française, c'est un château qui est resté plus de 700 ans dans la même famille, donc c'est assez exceptionnel pour l'époque. C'est quelque chose quand même d'extrêmement rare. Alors effectivement, on rencontre plus ça dans des familles avec des biens relativement remarquables, dans lesquels les biens suivent les personnes d'une génération à l'autre. Mais en 1901, un événement tragique vient bouleverser la succession familiale. Tout le monde s'attend à ce que Toulouse-Lautrec puisse survivre à ses parents. Hélas, il va contracter la syphilis, qui va s'ajouter également au goût immodéré qu'il a pour la boisson. Donc Toulouse-Lautrec va mourir à 37 ans en 1901 et ses parents vont continuer à vivre. Du coup, voilà, c'est sa mère qui en hérite et ensuite la filiation continue du côté Tapier de Céléran et non plus Toulouse-Lautrec. C'est ainsi qu'en 1954, à 29 ans, Nicole Tapier de Céléran, arrière-petite-nièce du peintre, hérite à son tour du château. Un précieux héritage dont elle entend prendre soin. L'histoire de Toulouse-Lautrec par rapport à sa famille et tout, bon, c'est déjà très connu. Et après, l'histoire du château, c'est surtout par rapport à cette intimité que Nicole avait avec ce château. Et c'était presque un peu son fiancé, quoi. C'était vraiment très touchant. Et elle se passionne pour l'histoire de Toulouse-Lautrec, elle se passionne pour ce château. C'était vraiment une histoire sentimentale. Elle vivait pour ce château, elle donnait tout à ce château. En effet, Nicole, célibataire et sans enfant, va se dévouer pendant plus de 50 ans pour protéger et conserver le château familial. Je disais, ma fille Nicole, comment avez-vous pu ne pas avoir ni mari, ni enfant? Est-ce que ça vous a jamais manqué? Elle m'a dit non, du tout. Parce qu'effectivement, elle avait tellement à faire et c'était tellement riche ce qu'elle faisait. Elle avait, à mon avis, une mission qui l'incombait, en tout cas elle ressentait comme ça, c'était de faire perdurer l'héritage de la famille. Voilà, elle ne voulait pas que ça s'efface et tant pis si ça doit lui coûter un petit peu sa vie en quelque sorte. Mais la mission de Nicole s'avère être une bien lourde tâche. Car les années passant, le château se dégrade et les ressources financières pour le restaurer viennent à manquer. Il y a un héritage qui est aisé, mais le problème c'est l'héritage qui s'effrite au fur et à mesure des générations et qui ne grossit plus comme il pouvait avoir lieu les siècles d'avant. C'est des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé, que ce soit ses parents, ses grands-parents, et à la génération de Nicole, il faut commencer à se poser ces questions-là, comment s'insérer dans la société et commencer à travailler. Et puis quelqu'un lui dit qu'elle pourrait peut-être organiser des visites payantes du château. Ce château, il ne faut pas se mentir, part un peu en ruine. Et Nicole va tout faire pour essayer d'amener les gens à visiter ce château. L'arrière-petite-nièce du peintre s'improvise alors guide pour des visiteurs de plus en plus nombreux. Nicole faisait les visites et elle les a faites jusqu'au bout. C'était assez extraordinaire de voir ce petit bout de femme avec une telle intelligence, une telle bonne humeur. Et c'est pas Lautrec qui vous dirait qu'il faut s'empêcher de boire. Là. Elle le faisait vraiment de façon très généreuse et avec beaucoup de passion. L'ouverture du château, c'est toute l'année. C'est de 10h à 19h, c'est ouvert tout le temps, même l'hiver. Pour elle, transmettre l'histoire de Lautrec, c'est ce qui la pousse à vivre tout simplement. Ces visites guidées sont un vrai succès. Il y a des gens du bout du monde qui viennent pour voir le château du Bosc, le château de Toulouse-Lautrec. L'argent des visites permet ainsi à l'héritière de financer les travaux au château. Le peu d'argent qu'elle gagne avec les visites, elle le réinvestit directement dans ce château qui est littéralement sa vie.
Et donc c'est quelqu'un qui vit très modestement. Une châtelaine qui vit seule dans son château, les gens imaginent vite des choses, ce qui n'est pas le cas du tout dans les faits quand on la connaît. C'était une vie très modeste et donc l'appeler comtesse ou châtelaine était assez dérisoire par rapport à comment elle pouvait vivre dans la vraie vie. Et pour pallier à toutes les dépenses, Nicole décide de se séparer d'une partie de son héritage. Le château est un gouffre financier, c'est clair que les visites ne suffisent pas à combler ce manque-là. Du coup, au fur et à mesure, elle vend les terres au lieu de les louer pour amasser un capital et pouvoir faire survivre le château. Mais malgré tous les efforts de Nicole, les difficultés s'accumulent. Nicole était consciente que la charge de ce château était très lourde. Et franchement, ça me faisait mal au cœur parce qu'on sentait qu'elle était très très fragile par rapport à ça. En faisant le calcul très simple, on voyait que ça ne pouvait pas tenir. De toute façon, avec l'argent qui rentrait et l'argent qui devait sortir, ça ne tenait pas la route. De plus, il y a eu quand même un moment où les visites ont énormément chuté. Et la vie devenait difficile. Parce que de toute façon, les charges étaient exactement les mêmes. Le temps passe. Et en 2015, Nicole a 90 ans. Acculée par les dettes, elle s'inquiète alors pour sa succession. Sans mari, ni enfant, le château reviendra à ses 15 neveux et nièces, après sa mort. Le Code civil français est ainsi fait que lorsque vous ne faites rien, votre patrimoine est transmis à vos héritiers les plus proches en degré. Donc à vos enfants, si vous n'en avez pas, à de la famille un petit peu plus éloignée. Elle se demande si justement dans la famille des neveux, des nièces vont s'intéresser à ce monument. Elle aurait énormément souhaité que quelqu'un de sa famille se positionne par rapport au château. Simplement, sa famille était loin. Personne ne veut alimenter ce puissant fond que constitue ce château, l'entretien de ce château. Et là, Nicole est très embêtée. Elle était inquiète pour le devenir du château. Elle était inquiète. C'était une impasse pour elle. Mais alors, Nicole a-t-elle trouvé un héritier à la hauteur de la mission? Le château de Toulouse-Lautrec est-il resté entre les mains de la famille Tapier de Céléran? Ou l'incroyable héritage de Nicole a-t-il attisé les convoitises? À l'été 2015, Nicole, 90 ans, héritière du château de Toulouse-Lautrec, prépare sa succession et s'inquiète de la reprise de son château. Nicole se sent clairement un peu esseulée dans ce château, car ses petites nièces, ses neveux ne viennent plus vraiment. Ils ont construit leur vie ailleurs. La famille n'a pas la même passion que Nicole sur ce château. Ils n'y voient, eux, que le gouffre financier que représente ce château. C'est alors qu'une cousine éloignée de Nicole lui présente Corinne et Jean-Claude. Un couple qui pourrait être la solution à ses problèmes. Corinne est éleveuse de volailles dans l'Hérault, à l'Odève. Elle fait notamment les marchés pour vendre ses produits. Jean-Claude se présente comme éditeur de musique, producteur également de musique, parolier. Et Jean-Claude raconte qu'il a des relations au ministère et que comme ça, il pourrait peut-être déclencher notamment de l'aide, peut-être sûrement des subventions. Entre ce couple modeste et la châtelaine, le courant passe tout de suite. Ce sont deux mondes totalement opposés qui se rencontrent. Qu'est-ce qui les rapproche au début? On ne sait pas vraiment. On dit que Corinne était une passionnée d'art et qu'elle connaissait très bien l'œuvre de Toulouse-Lautrec. En tout cas, que ce soit Corinne ou Jean-Claude, ils parlent même d'un coup de foudre avec Nicole.
C'est un couple qui semble tout à fait honnête et puis qui ont l'air passionnés par l'histoire de Nicole, passionnés également par ce château. L'héritière voit donc en eux l'opportunité d'offrir un futur à son château. Elle a bien vu qu'elle ne pouvait pas identifier dans ses proches et dans sa famille des gens qui allaient pouvoir lui succéder. Et quand on lui présente ce couple qui semble être dévoué corps et âme, qui semble être totalement subjugué par le château et qui veut véritablement aider Nicole. Nicole se dit « Ah parfait, si je pars, je partirai en paix ». Et quelques jours seulement après leur rencontre, le couple s'installe au château. Ils vont s'y installer bénévolement en proposant notamment de l'aide à Nicole. Jean-Claude a indiqué qu'il aiderait Nicole sur tous ses tracas administratifs. Lui se présente vraiment comme quelqu'un qui connaît les statuts associatifs, comment gérer les choses, les papiers, etc. Pour Nicole, c'est enfin le soulagement. Et la vie au château reprend son cours entre travaux de rénovation et visites. Au départ, personne n'est au courant de l'arrivée de Jean-Claude et Corinne dans ce château. Personne dans le village non plus ne connaît ces gens. Et puis on les découvre au fil de la journée en train d'organiser les visites, s'occuper du jardin, accueillir les gens. Ils prennent une place très rapidement dans la vie du château du Bosc. Ils prennent possession de la maison, du château et même de la boîte aux lettres, puisque figure dorénavant sur la boîte aux lettres le nom de Corinne et Jean-Claude. Ce qui est très étonnant pour les gens qui connaissent Nicole. D'autant que dans le village, on remarque que Nicole se fait de plus en plus rare. Et tout d'un coup, elle ne sort plus. On la voit de moins en moins. On la croit malade, mais on se pose des questions. Beaucoup de monde s'interroge sur cette présence puisque Nicole a toujours été une femme très indépendante. Et là, clairement, on a l'impression qu'elle est chaperonnée par ce couple. Il y a un petit peu d'inquiétude qui commence à naître et puis il y a des rumeurs. On se demande ce qui se passe derrière les murs de ce château. Des témoignages laissent entendre que Nicole serait isolée par le couple. Plus personne n'arrive à voir Nicole seule, il y a toujours Jean-Claude et Corinne derrière. À un moment, tout ce qui pouvait être facile pour joindre Nicole est devenu très compliqué. On dit qu'elle ne répond plus directement au téléphone, mais que c'est Jean-Claude qui prend les appels. Elle qui déjeunait avec les guides bénévoles, tout d'un coup, on la voit plus. Alors, est-ce à dire qu'elle n'était plus à même de pouvoir converser? On se dit quand même que ça a été très très vite, puisque quelques mois auparavant, elle était en pleine forme, le couple arrive pour l'aider, et tout d'un coup, la famille n'arrive plus à la joindre. Pourquoi fait-elle une confiance aussi aveugle à ces gens qui finalement sortent de nulle part et dont personne ne connaît l'existence? Que se passe-t-il au château du Bosc? Mais d'autres témoignages sont plus nuancés. On n'a pas senti de différence particulière à l'arrivée de Corinne et Jean-Claude. On a senti quand même qu'il y avait une implication de leur part pour faire en sorte que le château aille mieux, puisqu'il y a eu de l'argent qui a été injecté. Il y a eu beaucoup de rénovations qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont remis le château pimpant et à neuf. Au village, les avis sont partagés. Mais chacun semble respecter le choix de Nicole. On ne sait pas véritablement ce qui se passe entre les quatre murs du château du Bosc et on ne sait pas si Nicole est sous influence. Et puis, ce couple n'est pas arrivé comme ça un beau jour au château. C'est quand même une cousine éloignée de Nicole qui les a fait venir. Donc peut-être que c'est Nicole qui a envie de prendre un peu de l'Est. Après tout, ça fait quand même plus de 60 ans qu'elle s'occupe de ce château toute seule. Certains se disent effectivement qu'avec ce couple, Nicole a trouvé enfin des gens qui voudront faire vivre le château. Mais les héritiers légitimes de Nicole, ses neveux et nièces, semblent s'inquiéter de cette nouvelle situation. La famille de Nicole est une famille très éparpillée dans la France, déjà, donc ils viennent rarement au château du Bosc. Et finalement, personne ne se rend vraiment compte de ce qui est en train de se passer à l'intérieur des murs. Dans l'esprit de tous les héritiers, ils peuvent avoir une autre lecture. Évidemment,
de l'investissement de ce couple auprès de Nicole. Ils peuvent se dire que c'est des gens qui ont envie de capter un héritage. Et le 12 août 2016, Nicole décède à l'âge de 91 ans. J'ai été particulièrement meurtrie parce que je n'ai pas pu du tout la voir avant qu'elle meure. Et ça a été très douloureux. Ça a été très dur en tant que guide, on la connaissait très bien. C'était quasiment notre grand-mère, en fait, on la voyait plus que nos grands-parents respectifs. Donc du coup, c'était un moment très très fort et triste. L'âme du château s'en est allée. Nicole, c'est le château c'est Nicole. Et on a du mal à voir le Bosc sans Nicole, puisque c'était vraiment la figure emblématique. Nicole décédée, s'ouvre alors sa succession. Les 15 héritiers se disent qu'il va falloir réfléchir à savoir ce qu'ils vont faire avec ce château. Mais Nicole semble avoir pris ses dispositions. Et à la lecture de son testament, coup de théâtre. Corinne et Jean-Claude sont désignés héritiers du château. C'est quand même un château qui appartient à la famille depuis des siècles. Et tout d'un coup, un couple qui n'a rien à voir avec la famille, qui a connu Nicole quelques mois avant son décès, hérite de ce château. Plus que l'héritage, finalement, c'est toute une histoire qui s'y part avec ce testament en faveur du couple Corinne et Jean-Claude. Et la famille, ça ne l'accepte pas. Mais alors, les héritiers légitimes de Nicole peuvent-ils contester ce testament? Nicole l'a-t-elle rédigé de son plein gré ou aurait-elle été manipulée? Le couple en voulait-il à son héritage depuis le début? En août 2016, suite à la mort de Nicole, ses ayants droit sont abasourdis de voir le château de Toulouse-Lautrec disparaître du patrimoine familial. Elle était dans la possession de ce château-là. Elle avait que ça, quoi. Elle y tenait vraiment. Et en si peu de temps qu'elle l'ait laissé comme ça, c'est vrai que pour moi, c'est curieux. C'est un château qui a une valeur patrimoniale inestimable. En revanche, certains experts l'ont estimé à 1 million d'euros. Il y a tout un mobilier à l'intérieur, un mobilier d'époque qui doit aussi avoir une certaine valeur. Et il y a aussi des dessins d'enfance de Toulouse-Lautrec qui doivent aussi avoir une certaine valeur, mais ça n'a pas été estimé. Et puis des fermes aux alentours. 1 million d'euros, ça reste une somme importante, mais il pense surtout au fait que ce château devrait rester dans la famille. Et que c'est un château qui, encore une fois, appartenait à la famille depuis des siècles et des siècles. Sans plus attendre, la famille porte plainte contre le couple pour abus de faiblesse. Une enquête est donc ouverte. Lors des auditions, tout le monde finalement raconte un peu cette solitude de Nicole à la fin de sa vie, l'ultra-présence de Jean-Claude et Corinne. Les enquêteurs se posent la question de savoir dans quelles conditions le dernier testament a été fait. On découvre qu'en quelques mois, 4 testaments ont été signés par Nicole. Mais ce qui intrigue particulièrement les enquêteurs, c'est qu'un premier testament est rédigé très vite, après leur rencontre. 1 mois après leur arrivée, il y a déjà un testament qui est fait où apparaissent parmi les autres héritiers Corinne et Jean-Claude, ce qui est extrêmement étrange. Et il signe ce testament le 1er octobre. Un testament qui a été signé à 23 h avec une personne âgée de 90 ans. Cela pose beaucoup de questions. Un mois après, un deuxième testament
écarte certains noms. Jean-Claude et Corinne, eux, restent dans la succession. Ce qui interroge beaucoup, c'est qu'il est signé par le notaire de Jean-Claude et Corinne. Ce n'est plus le même notaire que lors du premier testament. Un premier notaire qui dira lors de ses auditions qu'il s'est retiré car il trouvait ça bizarre. Le lendemain de ce second testament en novembre 2015, Jean-Claude obtient procuration sur les comptes de Nicole. Nicole n'avait pas beaucoup de revenus, pas beaucoup d'argent, elle vivait modestement et là elle donne les manettes de ses comptes. Très rapidement également, Corinne et Jean-Claude vont hériter du fermage et de quelques hectares. Donc il y a une vraie mainmise sur les biens et sur la gestion totale de ce château. Et en décembre 2015, 2 autres testaments suivent. Troisième testament où c'est vraiment là, pour le coup, on n'a plus que Corinne et Jean-Claude. Et puis quatrième testament pour absolument tout organiser, pour être sûr que Corinne et Jean-Claude aient le moins de droits à payer possible. Ainsi, en moins de 4 mois, Corinne et Jean-Claude sont devenus les héritiers du château de Toulouse-Lautrec, évalué à 1 million d'euros. Mais également les héritiers de biens inestimés, ainsi que du fermage. Nicole, visiblement, avait confiance dans ce couple. Et encore une fois, dans le dossier, personne ne dit que Nicole avait perdu la tête ou elle était sans discernement. Nicole aurait-elle volontairement écarté ses neveux et ses nièces de sa succession? La loi vous impose de transmettre leur part de réserve à vos enfants. Mais quand vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas tenu par quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'elle avait de bonnes relations avec tout le monde, mais on entend aussi que Nicole ne s'entendait avec personne, qu'elle pouvait se montrer très froide, très colérique. On dit également qu'elle évoquait ses descendants en disant les requins mondains. Une hypothèse qui pourrait apparaître crédible, car tous les testaments rédigés par Nicole sont reconnus comme étant en règle. De leur côté, entendus par les policiers, Corinne et Jean-Claude parlent d'une relation de confiance entre eux et l'héritière du château. Pour Jean-Claude et Corinne, le message est très clair. Nicole nous a légué ce château car on était les seuls à vouloir s'en occuper. Sa famille ne la regardait pas, sa famille ne voulait pas de cette charge. Et eux, ils se positionnent finalement comme les sauveurs de Nicole, ceux qui vont continuer à faire vivre le château et l'âme de Toulouse-Lautrec. Il n'y a personne dans ces héritiers qui va pouvoir reprendre le flambeau. Et du coup, je trouve quelqu'un en qui j'ai confiance et que je vais coucher sur mon testament parce que je considère que ces personnes-là, même si elles ne sont pas mes héritiers par le sang, sauront s'occuper du château. Mais pour les enquêteurs, il subsiste des zones d'ombre qui pourraient laisser penser à un abus de faiblesse. Ils vont découvrir que dans l'ordinateur de Jean-Claude, il y a des brouillons de testament. Comme si c'est Jean-Claude qui avait dicté à Nicole les testaments. C'est quand même très intriguant. On s'aperçoit quand même que c'est vraiment très bizarre et que ça ressemble à une manœuvre, à une escroquerie. On se pose également la question de l'abus par rapport à l'isolement de Nicole et le fait que lors des derniers mois de sa vie, elle n'avait quasiment accès à personne hormis à Jean-Claude et à Corinne. Ajoutez à ça qu'en plus de la procuration sur ses comptes, Nicole leur a prêté une importante somme d'argent. Nicole leur octroie un prêt à hauteur de 20 000 euros. Ce prêt interroge car il est remboursable sur 10 ans. Et rappelons que Nicole a 90 ans et que donc le prêt certainement n'aurait jamais été remboursé.
mais rien ne prouve qu'ils ont mis l'argent dans leur poche ou qu'ils ne l'ont pas employé à d'autres fins que celles qui étaient de pouvoir subvenir aux besoins du château. Donc c'est des questions qui doivent se poser et qui vont continuer à se poser devant la justice. En septembre 2020, la juge d'instruction clôture l'enquête et renvoie le couple devant le tribunal correctionnel de Rodez. Ils sont poursuivis pour abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie. Mais alors, comment le couple s'est-il défendu? Que s'est-il réellement passé lors de la rédaction du testament de Nicole? Et qu'adviendra-t-il finalement de son héritage? Le 2 juin 2021, s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Rodez le procès de Corinne, 68 ans, et de son compagnon, Jean-Claude, 74 ans. Ils sont accusés d'avoir abusé de la faiblesse de Nicole afin de capter son héritage. Quand ils arrivent au procès, ils sont habillés tout de noir, endimanchés, ils viennent comme des gens qui n'ont jamais fréquenté finalement les palais de justice. L'ambiance est très tendue parce que le couple est sur ses gardes. Pour eux, ils étaient dans la bienveillance et on les accuse des pires choses. Ils sont très fermés, ils ne veulent pas répondre aux interviews, ils ne répondent à rien et on les sent gênés d'être là. On les sent gênés de recroiser également les descendants de Nicole. Pour les héritiers, elle a été totalement abusée, totalement manipulée. C'est quelque chose qui les choque, au-delà de la valeur même du château. Car si le château a été évalué à 1 million d'euros, tout l'enjeu est de savoir sous quel nom le monument continuera de vivre. Il n'y a pas véritablement d'enjeu financier durant ce procès. C'est le château du Bosc reviendra-t-il dans la famille Toulouse-Lautrec ou restera-t-il à Jean-Claude et Corinne dont on ne sait pas ce qu'ils veulent en faire? Le procès se tient sur une journée. Il n'y a donc pas de temps à perdre des deux côtés. Pour les parties civiles, c'est clair. Jean-Claude et Corinne sont des araignées qui ont tissé leur toile autour de Nicole et qui ont profité de son vieil âge pour lui voler finalement son château. On a l'impression que ce couple a manœuvré avec diverses signatures de testaments, qui se sont installés au château, qu'ils ont isolé Nicole, qu'ils ont tout fait pour prendre les biens. Mais si le faisceau d'indices pointe vers cette hypothèse, les preuves manquent. Personne n'ose vraiment parler. Le maire de la commune dira qu'effectivement, dans un premier temps, Nicole était sous influence, puis il se rétractera. Il n'y a pas de témoignages qui font véritablement état de cette influence. La défense profite du manque de preuves et rappelle que tous les testaments sont en règle. Il n'y a pas un seul élément qui permette de douter de la fiabilité du testament qui a été fait. Certes, il y en a eu 4, mais la loi ne limite pas le nombre de testaments. Certes, on a retrouvé les brouillons dans l'ordinateur, mais il pouvait parfaitement aider Nicole à rédiger le testament, elle le souhaitait peut-être. La défense explique très bien que oui, effectivement, ça peut choquer que Jean-Claude et Corinne, en quelques mois, héritent d'un château comme ça. Que oui, leur position n'est certainement pas très claire. Mais finalement, la défense met en avant une chose. Il n'y a pas de preuves dans ce dossier. Quant au prêt, octroyé par Nicole, le couple aurait tenu ses engagements. Elle avait octroyé un prêt à Corinne et Jean-Claude de 20 000 euros avant sa mort. Et on se rend compte que cet argent a beaucoup servi aux travaux.
Il y a une reconnaissance de dette qui a été signée aussi en bonne et due forme. Tout est fait dans les règles, tout est fait dans la transparence. Corinne et Jean-Claude, depuis la disparition de Nicole, ont finalement respecté leurs promesses. Le château est toujours ouvert au public. Il y a eu des rénovations de fait. Pourtant, une question subsiste. Quel intérêt avait ce couple modeste à prendre en charge un tel château? Voulaient-ils s'offrir une vie de château? Ce n'est pas vraiment le lieu idéal pour cela. Veulent-ils gagner de l'argent avec des visites? On ne sait pas trop ce que cela rapporte. Alors, le couple miserait-il sur la vente du château et de son mobilier? Pour Jean-Claude et Corinne, de toute façon, une coquette somme d'1 million d'euros de valeur, c'est pas rien. Le château a été estimé à 1 million d'euros aujourd'hui. Certainement qu'il en vaut plus. D'ailleurs, les parties civiles s'inquiètent beaucoup du devenir du mobilier, mais également des croquis de Toulouse-Lautrec. Que vont-ils devenir? Jean-Claude et Corinne vont-ils tout vendre pour récupérer un peu d'argent ou conserveront-ils ceci? À l'issue de 7 heures de débat, le procureur requiert 18 mois de sursis à l'encontre de Corinne et Jean-Claude et la restitution du château aux descendants. Le procureur est de l'avis des héritiers. Pour eux, il y a eu un aveuglement total de Nicole qui a été totalement manipulée. Les parties civiles, pour montrer que ce n'est pas un procès finalement financier, demandent seulement 1 euro symbolique et demandent surtout à ce que le château revienne dans la famille. Le 15 septembre 2021, le verdict est rendu. Le tribunal, après avoir entendu l'ensemble des parties, après avoir examiné l'ensemble des pièces, eh bien, a décidé quand même qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Corinne et Jean-Claude ont été relaxés. Relaxés, ça veut dire que le château reste aujourd'hui, encore une fois, à Corinne et à Jean-Claude. C'est le soulagement parce qu'ils estiment avoir été victimes de malveillance et de rumeurs infondées. Et Jean-Claude dit « c'est la victoire de Nicole ». La volonté de Nicole a été respectée. Encore une fois, il se place derrière cette volonté. Mais les descendants de Nicole n'acceptent pas ce verdict. Ils font appel de la décision. Le procès en appel se tiendra à Montpellier, certainement dans quelques années, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les tribunaux sont débordés. En attendant l'appel, Jean-Claude et Corinne demeurent présumés innocents. Et l'affaire du château du Bosc n'est donc pas terminée. Même s'il reste difficile de savoir quelles étaient les réelles intentions de Nicole. Nicole, finalement, est la grande absente de ce procès, de tous ces débats. On ne sait pas si sa volonté a été respectée. Certains ont dit même qu'elle s'amuserait de voir aujourd'hui ses descendants se battre pour ce château qu'ils n'ont jamais regardé. Je ne sais pas comment va se dérouler le procès, mais j'espère que ce sera dans la juste valeur de ce qu'elle mérite. Vraiment que ce sera par rapport à ce qu'elle désirait en toute honnêteté. À ce jour, et jusqu'au procès en appel, le château du Bosc est toujours géré par les héritiers désignés de Nicole. On sait qu'il y a eu des travaux de réalisés depuis le décès de Nicole par Corinne et Jean-Claude. Des artisans locaux ont dit qu'ils étaient intervenus au château. Et l'extérieur, clairement, on se rend compte que c'est beaucoup plus joli qu'il y a quelques années. L'héritage de Toulouse-Lautrec est donc préservé, comme le souhaitait Nicole. Ce château, même si aujourd'hui il existe en tant que tel, si on peut le visiter, c'est ce que voulait quand même Nicole,
il n'est plus dans la famille de Nicole, il n'est plus dans la famille naturelle de Toulouse-Lautrec. Mais il n'empêche quand même qu'il a le mérite d'exister. Les dernières volontés de Nicole, c'était que les visites continuent et qu'on parle encore de son ancêtre, de Toulouse-Lautrec. Et ça, a priori, ça continue.